Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nathalie Wolf, bonjour. Patrice Carmouze, bonjour. On va parler de femmes, de l'histoire des femmes à travers trois romans absolument formidables d'Alain Leblanc. Bonjour Alain Leblanc. Bonjour. Alors, trois tomes donc, qui nous conduisent de 1890 à 2000 à travers donc, trois romans. Les chaînes, ça se passe entre 1890 et 1930, la résistance qui nous conduit de 1930 à 1960 et un souffle d'indépendance de 1960 aux années 2000. Les héroïnes sont des femmes, trois romans donc, qui portent à la fois sur l'inégalité homme-femme, mais aussi sur le combat de ces femmes pour gagner leur indépendance et leur liberté. Nathalie, peut-être un mot sur Alain Leblanc avant de l'interroger ? Oui, quelques mots sur Alain Leblanc. Bonjour Alain Leblanc. Bonjour. Alors, vous avez été journaliste, scénariste également pour le cinéma et la télévision, romancier bien sûr. Vous avez obtenu le prix de la vocation dès votre premier roman, Une fille pour l'hiver. Et vous êtes aussi l'auteur de Un pont entre deux rives, un magnifique livre qui a été adapté au cinéma et co-réalisé. C'est le seul film, je crois. Voilà, exactement, par Gérard Depardieu. Alors, Alain Leblanc, comment est née cette saga sur la libération des femmes, qui est un thème quand même généralement qu'on retrouve plus dans les essais que dans les romans? Mais écoutez, souvent le sujet de roman se trouve dans la vie. Moi, j'ai été élevé par une femme seule, une mère célibataire, dans les années 50, qui est récemment divorcée. Et je l'ai toujours vue se battre contre la société des hommes, au fond. Elle n'avait aucun droit, aucune aide. Elle était en but vraiment au pouvoir masculin. Et puis, après, à partir de là, je me suis interrogé à savoir comment ça se passait pour ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et finalement, je me suis aperçu que les grands combats des femmes pour leur liberté, finalement, a démarré avec le XXe siècle, la fin du XIXe siècle, avec les suffragettes au Royaume-Uni, et puis la Seconde Guerre mondiale, où les femmes ont occupé des postes, juste là, occupés par des hommes, et ont montré qu'elles étaient, en tant qu'individus, légales, parfaitement des hommes, parce qu'elles ont fait marcher le pays quand les hommes étaient au front, en 14 jusqu'à 18. Et je me suis dit que finalement, c'était intéressant de montrer le combat sur tout le XXe siècle et sur des générations successives, parce que cette lutte se sont transmises, finalement, jusqu'aux années 2000. Alors justement, ces romans, ce sont des générations de femmes. On va commencer par le premier qui nous conduit donc de 1890 à 1930. Le roman s'appelle Les chaînes et ça dit bien ce que ça veut dire. L'héroïne, c'est Clémence. Son père la méprise parce qu'elle a un frère. Alors le frère, c'est très bien, c'est un homme. Elle, il la méprise, il ne la regarde pas, on ne la calcule pas, comme on dirait les jeunes aujourd'hui. Bon, les femmes, c'est fait pour obéir, pour être là. Il la marie de force, d'ailleurs, avec un homme qu'elle n'aime pas. Mais ce mari, peu lui importe que sa femme ne l'aime pas, il est là pour commander, pour faire ses affaires. C'est vraiment, quand on lit, parce que le roman est formidablement bien fait, parce c'est haletant, quoi. On essaye de savoir comment elle va se sortir de ces chaînes-là. On a l'impression quand même, oui, que la femme, elle est soumise totalement à la volonté de l'homme à cette époque-là. Complètement. C'était son statut. D'ailleurs, les mères élevaient leurs filles par rapport à ça, c'est-à-dire, demain tu vas te marier, tu ne choisiras pas forcément ton mari, tu auras des enfants, tu seras au foyer, tu es là pour les élever et rien d'autre. Tu seras sous la tutelle de ton mari comme tu es sous la tutelle de ton père. Et c'était le statut de la femme de cette époque. Ça a été, on peut remonter d'ailleurs très très loin dans l'histoire, de nos pays, dans les sociétés occidentales, c'était comme ça. Et ça a été comme ça surtout à partir vraiment depuis jusqu'à finalement, au fond, jusqu'à la seconde moitié, disons, du XXe siècle. Il y a une scène d'ailleurs que vous racontez qui est assez incroyable, c'est
quand cette Clémence hérite de ses parents, quand ses parents meurent, l'héritage, il va à son mari. Et c'est lui qui gère, c'est lui qui peut lui donner ou pas lui donner. Oui, c'est le chef de famille. Donc, de toute façon, c'est lui qui tient. Par exemple, en l'occurrence, il s'agit d'une grande entreprise de filature en Normandie. Et c'est lui qui va, bien sûr, en tenir les rênes et qui décide de tout, à tout point de vue. À l'époque, de toute façon, la femme n'avait pas de compte en banque, n'avait pas le droit de vote. Elle n'avait rien à dire. Elle passait de la tutelle, au fond, de son père à la tutelle de son mari. Alors, vous le disiez un petit peu, il y a quand même un événement qui va changer beaucoup les choses. C'est cette guerre de 14, puisque les hommes partent au front, et ce sont les femmes qui font tourner la machine, même la machine économique. On le voit dans votre roman avec cette Clémence qui va faire tourner une entreprise. C'est vrai que c'est peut-être des événements extérieurs qui ont aussi, en dehors de la lutte propre des femmes, provoqué peut-être ce changement dans les relations entre hommes et femmes. C'est-à-dire que quand on voit la guerre de 14, effectivement, comme je disais, les hommes étaient sur le front. Donc les entreprises avaient besoin de bras, et ce sont les femmes qui ont occupé les postes juste là occupés par les hommes. Et donc elles ont montré qu'elles s'en sortaient très bien à tout point de vue. Bon. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est à ce moment-là qu'elles ont quand même pris conscience, au fond, et que la société s'est transformée, a commencé à se transformer, parce qu'elles ont pris conscience que finalement, elles étaient parfaitement légales des hommes, et qu'elles avaient les mêmes capacités d'entreprendre, les mêmes capacités pour gérer les choses, et qu'elles étaient bien au-delà de l'éducation des enfants, etc. Donc elles pouvaient rentrer vraiment de plein pied dans la société. Et c'est à ce moment-là que ça a été vraiment un tournant quand même. On ne va pas raconter l'issue de ce premier roman, mais c'est vrai que cette Clémence, elle a un courage, une volonté, une intelligence assez exceptionnelle. Alors, les lecteurs liront parce que peut-être qu'elle va se sortir de ce joug des hommes et on verra comment. Il y a des figures évidemment tutélaires. Alors il y a un personnage dont vous parlez, mais qui est une écrivain qui a beaucoup compté dans la lutte des féministes, qui s'appelle Mary Watts. Peut-être que les gens la connaissent pas trop. Peut-être que c'est pas mal de dire qui elle était. C'est intéressant de vous dire qui elle était parce qu'en réalité, c'est un personnage. Moi, j'ai mêlé dans le roman des grandes figures des combats féminins. Oui, c'est Simone de Beauvoir. Des personnages de roman. Oui. Et c'est drôle que vous me disiez ça parce qu'en fait, Mary Watts est un personnage que j'ai totalement créé. Et c'est comment créé. J'ai pris l'exemple sur Catherine Pankhurst, par contre, effectivement. Là, j'ai pris exemple sur elle. On la voit apparaître dans le roman. Et Mary Watts est un personnage parfaitement de roman. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que en fait, le roman donne une liberté totale par rapport au sujet qu'on veut traiter. Mais il y a il y a une écrivain féministe qui s'appelait mais qui s'est mariée à un peintre qui s'appelait Watts, qui est devenu Mary Watts, non? Oui, non, absolument, oui, d'accord, mais la mienne, c'est pas celle-là. La vôtre est un personnage du roman, oui, absolument. Oui, c'est un personnage de roman. Oui, et vous avez pris ce nom-là, ce qui n'est pas anodin, je suppose. Enfin... Bien sûr, j'en ai pris un modèle. Ouais, et ce qui était intéressant, c'était de montrer aussi des personnages, des grandes figures, comme je disais, des combats féminins, et créer aussi des personnages de romans qui donnent beaucoup plus de liberté. C'est beaucoup plus charnel, c'est beaucoup plus concret. Et ça, c'était intéressant de ce point de vue-là, de matcher un peu les deux, quoi. Nathalie, peut-être après il y a les deux autres. Les deux autres tomes, et justement vous avez parlé de ces personnages et on s'attache à ces personnages, on s'y attache dans le premier tome. Et alors on est très heureux de les retrouver dans le deuxième, et notamment de retrouver deux héroïnes qui sont Gilberte et Noémie, qui sont les filles de Clémence. Clémence qui dirige une maison de couture à Paris, Gilberte qui assume totalement sa liberté. Puis il y a un troisième personnage qui est
un peu plus complexe, avec une trajectoire assez intéressante, c'est celui de Noémie. Et Noémie, elle aime passionnément Guillaume, qui est son ami d'enfance, et pourtant elle se laisse marier par son père. Et elle se laisse encore, hein, voilà, ça se reproduit. même schéma que dans le premier tome. Et elle se laisse marier à un certain Norbert, qui s'avère, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, eh bien, être un antisémite virulent. Donc l'Europe s'enfonce dans la guerre, Hitler arrive au pouvoir, et pendant que Norbert collabore au régime nazi, eh bien elle, Noémie, elle va entrer en résistance avec sa sœur, qui est à la tête d'un journal clandestin, et elle est à la fois en résistance contre l'occupant allemand, mais aussi en résistance vis-à-vis de son mari. Alors, on a un roman plein de rebondissements qui nous plonge dans les heures sombres de l'histoire de l'occupation. Et là encore, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les femmes jouent un rôle très actif. Elles dirigent des réseaux clandestins, elles préparent des explosifs, elles sont agents de liaison. Et pourtant, l'histoire a quand même minimisé leur action. Est-ce qu'à travers donc, les personnages de Noémie et de Gilberte, eh bien, vous avez voulu rendre justice à toutes ces femmes qui sont restées dans l'ombre pendant la résistance? Ah oui, absolument, absolument. Alors là, j'ai pris directement les grandes figures de la résistance, les grandes figures de femmes de la résistance, que j'ai mélangé aussi avec mes personnages à moi. Mais là, vous savez, elles n'ont obtenu le droit de vote au fond qu'à la fin de la guerre. Quand on s'est rendu compte qu'effectivement, elles avaient résisté à l'occupant de toutes les manières. Il y en a qui passaient dans l'Orlando, elles passaient des messages cachés sous le bébé, des choses quelquefois très quotidiennes, anodines. De transmettre des messages, effectivement, sous le panier à provisions, il y a plein de choses. Puis bon, il y a celles qui se battaient, effectivement, quasiment physiquement. Ça, c'était quand même extraordinaire. Et quand même une consécration récente avec la panthéonisation de Joséphine Baker. Pardon, avec la panthéonisation de Joséphine Baker il y a quelques semaines. Oui, par exemple, Joséphine Baker, oui, bien sûr. Il y en a eu beaucoup d'autres. Évidemment, il a fallu vraiment attendre la fin de la guerre quand même pour se percevoir quel rôle elles avaient joué, à quel point c'était important. Alors, on a malheureusement le temps qui nous s'écoule trop vite. Il y a le 3e tome donc, qui s'appelle Un souffle d'indépendance, qui nous conduit de 1960 à 2000, qui est l'époque des grands combats féministes, de la grande libération de la femme, le droit de disposer de son corps, le droit d'avoir un carnet de chèques aussi, enfin, le droit d'avoir son indépendance économique. Est-ce que, alors, on n'a pas trop le temps malheureusement, mais est-ce que vous pensez que le combat des femmes est aujourd'hui terminé? On voit qu'il y a un néo-féminisme qui arrive, qui conteste au fond ce féminisme ancien. Est-ce qu'il y aura un 4e tome pour tout vous dire? Disons qu'il est terminé sur un certain plan, sur le plan de la, je dirais, juridique, social, dans le cadre du travail, encore qu'il y a encore pas mal de choses à faire. De ce point de vue, oui, parce qu'effectivement, les femmes ont une liberté aujourd'hui qu'elles n'avaient pas hier, à tout point de vue, que ce soit par rapport de choisir d'avoir des enfants ou pas en avoir, etc. Mais je pense que de toute façon, il reste dans la société, cette société patriarcale qu'on a essayé de faire tomber, il reste quand même des strates qui seront certainement difficiles à faire partir. Et il n'y a que le temps, en réalité, qui peut faire les choses, peut faire avancer les choses. C'est pour ça que je l'ai fait moi sur tout le XXe siècle. Et il n'y a que le temps qui, peu à peu, dans les mentalités changent, ça se transforme, ça évolue. Mais on voit qu'il y a eu des couches de chape de plomb sur la vie des femmes pendant des années. Et ça sera très difficile de le faire, d'éradiquer ça. Mais je pense qu'on y arrive. On y arrive. Je vais tout doucement, mais on y arrive. Merci infiniment, Alain Leblanc. Donc, ça s'appelle Les Conquérantes. On ne quitte pas. Hein. On commence. Voilà, on peut pas quitter ces 3 romans. Je signale en plus que c'est chez AZ
édition, et que c'est 8 € chaque roman, donc c'est à la portée évidemment de tout le monde. Merci infiniment, Mais et c'est à moi- très c'est moi bientôt. qui vous remercie. Merci beaucoup.